Allô, allô, bonjour, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de Travailler au Canada, notre rendez-vous bimensuel où on parle des questions d'emploi et des questions de carrière, des questions de marché du travail. Mon nom est Rose Cathy Handy, je suis présidente de bilinguallink.com et je reviens ici 2 fois par mois pour qu'on essaye de répondre aux questions que vous m'envoyez, des questions que je reçois par email ou dans les commentaires ou parfois les gens téléphonent pour parler des préoccupations qu'ils ont ou des questionnements qu'ils ont et pour essayer de demander mon avis. Alors, depuis longtemps, j'avais pensé qu'au lieu de juste partager la réponse avec une personne, ce serait intéressant de venir ici et de pouvoir partager mes réponses avec plusieurs personnes pour que ça puisse aider plusieurs personnes. Alors, chaque premier mardi et chaque troisième mardi du mois, je suis ici dans ce webinaire pour pouvoir répondre aux questions. Vous pouvez me les poser en direct. Vous pouvez aussi les envoyer à l'avance pour que je puisse sélectionner les questions ou les préoccupations qu'on va aborder chaque fois ici. Si vous avez raté les éditions passées, vous pouvez aller sur mon compte YouTube, Réussir avec Rose Cathy Handy. Et là, vous pouvez rattraper toutes les éditions passées et voir qu'est-ce qu'on avait discuté. Alors, le chat, il est là. Si vous êtes là, vous pouvez poser vos questions sur le chat et je pourrai les ramasser. Et puis, tout au long, j'ai accès au chat, donc je peux y répondre directement. Alors, comme chaque fois, je prépare une petite visuel, un petit visuel pour que vous puissiez suivre ce que je suis en train de dire parce que je suis bien consciente que parfois l'attention où on est occupé, peut-être que vous êtes au travail en ce moment ou c'est votre heure de lunch et que pour certaines personnes, c'est plus facile de lire et pour d'autres, c'est plus facile d'écouter. Alors, ça vous permet d'avoir les deux. J'espère que vous allez continuer à écouter pour que vous puissiez capter ce que je suis en train de dire et peut-être poser une question. Je suis là. Mettez vos questions dans le chat et souvenez-vous, c'est 2 fois par mois que je viens ici chaque premier et troisième mardi du mois pour pouvoir répondre aux questions. Alors, par rapport à cette présentation, comme je vous dis, vous pouvez aussi rattraper parce qu'une semaine après, on met la partie éditée de cette présentation sur YouTube, Réussir avec Rose Cathy. Si vous n'êtes pas encore membre, allez souscrire. Et puis, aidez-nous aussi à partager pour que ça puisse bénéficier à plusieurs personnes à n'importe quel moment où vous êtes en train d'écouter la présentation. Vous pouvez aussi partager dans vos réseaux pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de ces questions et surtout de ces réponses. Vous savez qu'actuellement, le marché du travail est très serré. Il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de mises à pied et donc les gens se posent 1001 questions, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a toujours ce cycle-là. Les 5 dernières années, on a un petit peu joui du plein emploi. Le taux de chômage aux États-Unis, 3%, au Canada, 4%, et ce qui constitue le plein emploi. Ce qui fait que peut-être que les gens sont devenus très confortables, mais parfois il suffit d'une petite crise pour que le marché du travail flippe complètement. Et on sait que ça change tous les jours. Mais par contre, c'est pas parce que on entend des nouvelles de beaucoup de mises à pied, on entend des nouvelles de l'impact des tarifs, on entend parler des compagnies qui bougent d'un pays à un autre, qui quittent le Canada pour aller aux États-Unis, au Mexique. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi les autres compagnies qui partent pour venir s'installer au Canada. Il y a d'autres compagnies qui sont peut-être petites, qui gagnent un contrat et qui doivent grandir. Il y a actuellement, c'est que tous les gouvernements ont demandé aux employés de retourner au bureau, ce qui fait qu'il y a des postes à combler. Les grandes entreprises aussi, technologie, finance, ont aussi demandé aux employés qui travaillaient jusque-là de la maison de retourner travailler au bureau. Tout ça vous explique juste tous les chambardements qu'il y a dans le marché du travail. Et évidemment, qui dit chambardement dit
perturbations, mais dans ces perturbations aussi, parfois il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est vraiment au milieu de ça qu'on essaye de naviguer, recueillir les questions que vous avez, les questions qui pratiquement arrivent là au fur et à mesure que vous évoluez, au fur et à mesure que vous êtes en train d'avancer dans votre cheminement professionnel. Et je suis là pour essayer de répondre à quelques-unes. Et comme je promets chaque fois, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, j'irai chercher des experts qui ont peut-être plus de connaissances sur le sujet à venir y répondre. Alors, pour l'instant, comme j'ai dit, je suis présidente de Bilingual Link. Bilingual Link, si vous ne l'utilisez pas encore, ça devrait être votre site par excellence. Si vous êtes francophone et que vous cherchez du travail, vous devez commencer par Bilingual Link pour chercher du travail. Ça veut dire que vous pouvez aller sur le site, ouvrir un profil, créer votre profil, ouvrir un compte, créer un profil, y mettre votre information, mais aussi surtout de télécharger votre CV. Je répète tout le temps que l'erreur que les gens commettent, c'est que parfois, vous ouvrez un profil, mais vous oubliez de télécharger le CV. Ou vous ouvrez un compte, mais vous ne développez pas, vous ne vraiment développez pas un profil, vous mettez toute votre information, vous ouvrez juste un compte et vous téléchargez le CV. Les deux doivent aller ensemble. Vous devez vraiment compléter votre profil, mettre toute l'information pour bénéficier des avantages du site de carrière où vous êtes en train de vous inscrire. La même chose au niveau de Bilingual Link. Si vous ne savez pas comment utiliser un site de carrière, allez sur le compte YouTube où j'avais fait toute une session ici sur comment utiliser les sites de carrière pour que ça puisse vous bénéficier. Et vous allez réécouter toute cette présentation qui va vous être extrêmement utile, ça je vous le promets. Alors, c'est très important d'aller ouvrir votre compte, développer votre profil, donc remplir, mettre l'information sur vous, mais aussi de télécharger votre CV. N'oubliez pas de souscrire aux alertes qui vous permettent de pouvoir avoir l'information au fur et à mesure qu'elle arrive sur le site, 24 heures sur 24. N'oubliez pas aussi de pouvoir attacher les documents, tous les documents nécessaires que vous jugez nécessaires pour renforcer votre profil. C'est vraiment très important de pouvoir donner l'information sur vous et puis mettre tout ce qui peut mettre un petit peu plus de positif, de points positifs autour de votre profil et qui peut aider votre profil ou appuyer ce que vous êtes en train de dire de vous par rapport à votre profil. Mais aussi, je compte sur vous pour parler à d'autres personnes, pour aussi bénéficier de Bilingual Link, d'aller aussi mettre leur CV, de créer leur profil là-dessus. Pourquoi c'est nécessaire de créer le profil? C'est juste que dans Bilingual Link, vous avez deux choses. D'un côté, vous avez les offres d'emploi que les employeurs postent tout le temps. Et puis, s'il y a une offre d'emploi qui vous intéresse, vous pouvez postuler directement à cette offre d'emploi et peut-être trouver du travail de cette façon. Mais il y a aussi une facette qui n'est pas visible dans Bilingual Link, c'est la grosse candidature. Il y a des milliers de candidats, de candidatures qui sont là à travers les profils et les CV. Et la plupart du temps, beaucoup d'employeurs ne nous appellent même pas et puis ne posent pas d'offres et puis utilisent plutôt la candidature pour pouvoir tirer les candidats qui les intéressent pour une entrevue quand ils sont pressés d'embaucher. Alors, c'est très important de pouvoir avoir votre profil et de pouvoir avoir votre CV dans Bilingual Link. Actuellement, d'ailleurs, on a encore notre petite... c'est pas une compétition, mais c'est un petit concours. Rafraîchissez votre CV et puis vous gagnez. Donc, si vous allez vous rafraîchir votre CV ou vous postez votre CV à nouveau, vous pouvez courir la chance de gagner une carte cadeau de $50. C'est pas mal, hein? Ça peut vous donner combien de... c'est plus de 10 cafés là à Tim Hortons ou même à Starbucks. Alors, je pense que ça vaut la peine de pouvoir courir la chance. Alors, je compte sur vous pour en parler à d'autres personnes,
pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces services et de pouvoir peut-être trouver du travail. Et c'est pour cela qu'on est là et c'est vraiment le travail qu'on fait. Alors, bilingualing.com, ça c'est votre site par excellence par lequel vous devez commencer. On est en train de développer beaucoup de choses qui vont être annoncées bientôt et que vous allez voir. Mais actuellement, vous pouvez aussi aller faire avoir un service qui peut vous faire un CV qui est adapté à l'intelligence artificielle. Ça, c'est un outil très important parce qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup d'employeurs dans leur site de carrière ou pour l'application sélectionnent les CV avec ce qu'ils appellent l'ATS, donc avec les applications adaptées à l'intelligence artificielle. Alors, on a un petit outil dans Bilingualing qui peut vous permettre d'avoir votre CV qui est adapté à ces outils-là. Alors, n'hésitez pas à y aller, en parler à d'autres personnes, parce que comme je dis, autant le marché du travail avance, autant aussi les méthodes et les procédés et les outils aussi avancent. Alors, c'est très important de rester vraiment, comme on dit, au diapason de tout ce qui est en train d'avancer. Alors, à Bilingualing, on essaie aussi de mettre à votre disposition des outils pour que vous puissiez trouver du travail plus vite. N'hésitez pas d'y aller. Alors, comme chaque fois, on sélectionne une ou deux questions. Aujourd'hui, quelle est la question que j'ai sélectionnée? J'ai reçu une préoccupation qui est quand même un peu, comment dire, un peu triste. Quelqu'un m'a écrit, j'ai passé une entrevue récemment et la recruteuse, ayant constaté que je suis enceinte, m'a demandé quand est-ce que je vais accoucher. Je m'inquiète pour la suite et pourtant je veux vraiment ce poste. Y a-t-il des risques que je sois éliminée parce que je suis enceinte? Ça, c'est une très, très bonne question. Et je pense que c'est une question, on va penser que c'est une question qui s'applique aux femmes, mais en fait, pas vraiment. Ça s'applique aussi même aux hommes. Parce que les questions de maternité, c'est des questions de statut familial, c'est des questions des savoirs parce que au début, c'est la femme est enceinte, mais le bébé va arriver, les enfants vont arriver, il y a l'âge scolarisé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis, ça a un impact sur la balance famille-travail, l'équilibre famille-travail. Et donc, vous voyez qu'une petite préoccupation peut aller à vraiment plusieurs niveaux et ça peut suivre pendant des années et des années. C'est pour cela que parfois, ça crée souvent une grande préoccupation par rapport aux personnes qui cherchent du travail. Être enceinte, c'est pas un handicap. Il y a des femmes qui sont enceintes et puis accouchent et puis le lendemain retournent au travail ou 3 jours après retournent au travail. Et donc, ça ne devrait jamais être la décision, la préoccupation d'un employeur. C'est pas parce que tu vois une femme enceinte que ça veut dire qu'elle ne va pas pouvoir accoucher. C'est pas parce que un homme, sa femme est enceinte que ça veut dire que bientôt on va commencer à avoir des retards, des absences, parce que beaucoup de gens sont capables de s'organiser pour pouvoir accoucher, élever leurs enfants et faire leur travail pareil et performer au top. Et donc, ça devrait en principe jamais être une question qu'on pose à quelqu'un ou bien une préoccupation. Alors, dans quel cadre rentre cette préoccupation-là? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Un petit peu ce que j'ai intitulé notre session aujourd'hui, de parler des questions illégales en entrevue. Parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on pose directement. Il y a d'autres que le recruteur ne va pas poser, mais le body language peut dire beaucoup, surtout quand c'est une femme enceinte qui arrive à une entrevue. Tu es 5 mois enceinte, 6 mois enceinte, 4 mois enceinte, parfois pour certaines femmes, dès 3 mois d'ailleurs, c'est visible. Et donc, tu arrives à l'entrevue pareil, et l'inquiétude, c'est toujours, est-ce que ça va m'éliminer? Parce qu'ils se disent que s'il y a un congé maternité, ce qui est le droit de toute personne d'avoir son congé maternité, mais si peut-être que je ne vais pas revenir, ou peut-être que je ne vais pas être capable de faire mon travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Normalement, ça ne devrait pas être la préoccupation d'un employeur lors d'une entrevue. Mais on sait que les gens qui font des entrevues sont des êtres humains qui viennent avec leurs préjugés,
qui viennent avec toutes sortes de questions, mais qui viennent aussi avec beaucoup d'ignorance. Et c'est pour cela que au Canada, il y a tout un cadre qui a été créé pour pouvoir protéger tout le monde. Et l'employeur, donc le recruteur qui est en train de te poser des questions, et la personne qui est candidate, qui est en train de passer l'entrevue. Tout ça, ça tombe dans les normes du travail qui sont en fait codifiées, qui sont définies ici au Canada. Donc, quand vous venez travailler au Canada, la première des choses que vous devez savoir, c'est que vous avez des droits. Il y a des droits, il y a des normes du travail qui sont définies à tous les niveaux, du gouvernement fédéral jusqu'à ton employeur, et qui permettent de gérer le cadre du travail, le cadre professionnel dans lequel vous allez évoluer. Et ce cadre, c'est pas seulement après qu'on t'a embauché, ce cadre, c'est avant même qu'on t'embauche. Rassurez-vous, c'est même quand l'employeur est en train d'annoncer le poste et pendant l'entrevue, après l'entrevue et pendant que vous travaillez. Et c'est très important pour vous d'aller consulter pour pouvoir savoir quels sont vos droits, qu'est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas se permettre, qu'est-ce qu'aussi un employeur peut se permettre ou ne peut pas se permettre. Alors, ici au Canada, il y a différentes sources des normes du travail. Et ces différentes sources, comme j'ai dit, ça part du fédéral jusqu'à l'employeur. Alors, j'ai essayé de vous énumérer c'est quoi les principales sources des normes du travail au Canada. La première des choses qu'on oublie souvent, c'est la Charte canadienne des droits et libertés. Parce que de cette charte-là découlent beaucoup de choses, ou les lois, comme la charte est aussi enchâssée dans notre Constitution, c'est très important de s'imprégner de la Charte canadienne des droits et libertés. Et beaucoup s'inspirent donc pour pouvoir établir les lois, les règlements, les normes, les codes et toutes sortes de choses. Donc ça, c'est une des principales et la principale ressource par rapport aux normes du travail au Canada. La deuxième, c'est bien sûr, il y a cette chose-là qu'on appelle le Code canadien du travail. Et oui, il y a un code du travail au Canada. Et c'est vraiment un document que tout le monde a accès. Et puis, je vous encourage à aller le lire. Vous pouvez aller sur Google et puis essayer de chercher le Code canadien du travail. Et vous allez lire. C'est d'ailleurs une des choses que les employés, les travailleurs, parfois ignorent et puis ne prennent pas la peine d'aller lire pour essayer de savoir, ben, écoute, j'évolue au Canada dans un cadre professionnel. Et puis, c'est quoi mes droits, c'est quoi mes responsabilités, c'est quoi mes obligations, et puis qu'est-ce qui inspire tout ce cadre-là? C'est défini de quelle façon? Et comme ça va vous permettre d'être outillé pour pouvoir savoir aussi comment vous comporter dans une entrevue et qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, mais surtout qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal. Parce que quelque chose peut être inacceptable, mais c'est légal. C'est inacceptable peut-être sur le plan humain, sur le plan social, sur le plan, ben, je veux dire, dans une relation, vous êtes assis, dans une conversation, dans une entrevue. Mais en fait, c'est légal. Et donc, c'est très important pour vous de connaître vos droits et de connaître la loi. L'autre chose, donc, c'est les lois et les règlements de chaque province et chaque territoire. Il y a le Code canadien du travail au niveau fédéral, mais chaque province et chaque territoire au Canada définit aussi ses lois et les règlements par rapport aux droits du travail. Vous savez que dans pratiquement chaque province, vous allez trouver un ministère du travail parce que c'est très important de pouvoir surveiller ce qui se passe dans ce cadre-là. Il y a des lois qui sont établies pour faciliter les relations de travail, pour faciliter aussi le comportement des employeurs et puis donc pour mettre aussi les barrières là pour protéger les humains qui arrivent, qui atterrissent dans ce cadre professionnel, mais aussi pour protéger les employeurs, hein, parce que les employeurs ont aussi des droits, parce qu'il faut aussi les protéger. Donc, c'est très important pour vous d'aller vous imprégner de ce qu'il y a dans les lois et les règlements dans votre province ou dans votre territoire. Et c'est très facile, vous allez dans le site du ministère du Travail de votre province ou de votre territoire et vous allez
et trouver les normes du travail et essayer de les lire. Parfois, ça vaut la peine, même si ça vous prend une semaine, pour parcourir tout ce qui est là-dedans, mais c'est très important pour vous de pouvoir lire et surtout parce qu'il y a parfois des lois et des règlements qui s'adaptent à des industries particulières et qui sont au-delà des normes génériques, mais il y a aussi des normes spécifiques dépendamment de l'industrie dans laquelle vous êtes en train d'évoluer. Donc, c'est très important de pouvoir s'imprégner des normes du travail telles que c'est défini par le gouvernement de votre province ou territoire. L'autre document important que les gens ignorent, c'est le Code canadien du bénévolat. J'aime souvent insister là-dessus parce que beaucoup de candidats, beaucoup de chercheurs d'emploi ne réalisent toujours pas que le bénévolat, c'est vraiment quelque chose qui est régi au Canada comme le travail rémunéré. Parce que quand vous êtes en train de faire du bénévolat, vous êtes dans un cadre professionnel. Donc, il y a des droits, des libertés, des responsabilités et des obligations. Et alors, c'est très important de pouvoir vous imprégner du Code canadien du bénévolat qui lui aussi régit le cadre dans lequel quelqu'un peut faire du bénévolat ou une organisation ou une institution peut mettre des postes bénévoles et gérer ces postes bénévoles et gérer cette relation de travail bénévole. Et c'est très important d'aller voir aussi les normes de travail dans ce cadre-là. L'autre chose, maintenant, au niveau de l'employeur, comme j'ai dit, c'est la lettre d'offre d'emploi. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que cette lettre d'offre d'emploi a une force légale et que les informations qui sont là-dedans sont souvent très importantes. Et ces informations ne sont pas écrites au hasard. Ça répond à certaines obligations que l'employeur a par rapport aux normes du travail, par rapport aux normes du travail au niveau de la province, du territoire, par rapport aux normes du travail de l'industrie, par rapport aux peut-être les conventions collectives, par rapport à toutes sortes de choses. Et donc, c'est très important aussi de pouvoir toujours bien lire la lettre d'offre d'emploi pour que vous sachiez le cadre qui est déjà annoncé à l'intérieur de la lettre d'offre d'emploi. L'autre document, source importante des normes du travail, c'est évidemment le contrat de travail. Et ce contrat définit généralement les relations que vous allez avoir, c'est quoi les conditions de travail, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important de bien s'imprégner de cette source-là. Et évidemment, une fois que vous êtes embauché maintenant, le manuel des politiques de la structure de l'organisation qui t'embauche, c'est aussi une source très importante de normes de travail ici au Canada. Parce que chaque entreprise ou chaque organisation où vous allez travailler a des politiques, a des protocoles, a un certain, comme on dit, code de conduite. Et généralement, ce manuel-là, c'est ça qu'on va vous donner. Sinon, pas de manuel. Ils vont vous dire ce qu'ils vous disent, comment c'est défini chez eux lors de l'orientation, ce qu'on appelle le onboarding. Ils vont pouvoir vous expliquer le cadre, les normes et qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise-là ou dans ce lieu de travail. Et c'est très important de pouvoir s'imprégner de ça. Le dernier, non des moindres, c'est évidemment la convention collective. Pour les milieux syndiqués, la convention collective est très importante. C'est très important pour vous de lire, que vous soyez membre du syndicat ou vous n'êtes pas membre du syndicat. C'est quand même toujours important pour vous de lire et c'est ça qui va vous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. C'est généralement ces documents-là qui définissent les normes du travail dans n'importe quelle organisation où vous allez. Et c'est très important pour vous, avant de pouvoir vous engager ou même après qu'on vous a embauché, de pouvoir regarder, lire ces documents, vous imprégner de ce que la loi définit, de ce que les gouvernements définissent, de ce que les normes définissent et de ce que les conditions de travail définissent pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe, comment vous devez vous comporter, c'est quoi les limites que vous avez et qu'est-ce que
vous ne pouvez pas vous permettre. Alors, on va partir de là pour voir donc, partant de là, parce que c'est vraiment ces sources-là, ces importantes ressources qui définissent la légalité du cadre de votre travail. Et c'est très important pour vous de vous imprégner de ces informations. Et en absence d'un contrat, en absence d'un manuel de politique, en absence d'une convention collective, en absence d'une offre d'emploi, en absence des documents directs qui vous lient à l'employeur, si l'employeur n'a pas défini le cadre, vous devez toujours vous référer au Code canadien du travail, vous devez toujours vous référer aux normes du travail de votre province, votre territoire, parce que la plupart du temps, les employeurs, en fait, s'inspirent de ça pour définir aussi le cadre du travail. Les congés maternité, les congés de maladie, les absences pour cas de décès, ainsi de suite, le nombre, les retards. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas vous dire, les heures de travail régulières, les heures de travail supplémentaires, comment négocier même un contrat, comment négocier son départ, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, toutes ces conditions-là, en fait, généralement, sont définies dans la loi du travail de votre province, de votre territoire. Et puis, sinon, regardez le Code canadien du travail ou sinon, regardez le Code canadien du bénévolat, regardez les normes de votre province ou de votre territoire. Ayant dit ça, pour revenir dans la question de notre choisi aujourd'hui, appelons ainsi, je vais juste faire un petit rappel. Comme j'ai dit, si vous avez raté la session spéciale que j'avais eue sur les questions sur l'entrevue, c'est quoi une entrevue? Je vous encourage vraiment à aller sur le compte Réussir avec Rose Cathy. Vous pouvez revoir toutes ces questions d'entrevue. Mais à titre de rappel, quel entretien d'embauche? C'est quoi l'entretien d'embauche? Comme j'avais dit avant, et je vais le rappeler ici, c'est un moment d'échange entre le recruteur et la candidate ou le candidat. J'avais dit que vous n'êtes pas au tribunal. C'est vraiment une conversation que vous êtes en train d'avoir avec donc le recruteur qui est en face de vous. Alors, le recruteur peut poser plusieurs questions pour cerner le profil du candidat, pour évaluer son adéquation avec le poste à combler. C'est vraiment le rôle du recruteur à ce moment-là. C'est le rôle du recruteur à ce moment-là. Véranda veut dire quelque chose? S'il y a quelque chose, c'est possible de l'écrire dans le chat. Et puis, il ne faut pas hésiter à poser la question dans le chat. Et puis, donc, le recruteur peut poser plusieurs questions pour cerner le profil du candidat pour évaluer son adéquation avec le poste à combler. Mais les questions doivent rester dans un cadre strictement personnel. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une conversation et que vous êtes le recruteur que vous avez le pouvoir sur le candidat. Parce que ce n'est pas vraiment une situation de dominant-dominé. Comme je répète, c'est une conversation. Parce que autant le recruteur doit évaluer, autant le candidat doit aussi évaluer si cette place-là, si cet employeur, c'est un bon employeur où travailler. Donc, le recruteur n'est quand même pas libre de poser toute question qu'il veut et d'aller dans toutes les directions qu'il veut. Toute question qui concerne la vie privée du candidat sans lien direct avec la capacité du candidat à exercer ses tâches est considérée dérogatoire. Et retenez que je n'ai pas dit automatiquement illégal, mais dérogatoire. Et si cette question déroge donc du cadre professionnel, la question est interdite pour éviter les possibilités de discrimination selon le cadre du Code du travail. Alors, c'est très important de pouvoir se souvenir de ça chaque fois que vous êtes dans une entrevue d'embauche. De savoir que, je répète, l'entrevue, c'est un moment d'échange entre le recruteur
et le candidat ou la candidate. Le recruteur peut poser plusieurs questions pour cerner le profil du candidat en face, mais le recruteur n'est pas libre de poser toutes les questions qui lui passent par la tête. Toute question qui est posée doit être posée dans le cadre strictement professionnel. Ça veut donc dire que les questions ne doivent pas déroger et se retrouver dans la vie personnelle du candidat. Et c'est très important de faire cette différence. Une fois que, en tant que candidat, vous avez le sentiment que cette question est personnelle, vous avez le choix de ne pas y répondre. Et vous êtes en fait encouragé à ne pas y répondre, pour ne pas encourager pour ne pas faciliter la discrimination potentielle qui peut venir par rapport à les réponses que vous avez données. Alors, ici au Canada, comme je dis, le Code du travail et les normes de travail, ici les lois, ont défini des critères qui, selon le Code du travail et selon aussi les normes de travail, partout au Canada quand même, ça, dans toutes les provinces et tous les territoires, ces critères-là sont identiques, où on juge que si les questions commencent à toucher ces aspects-là, ça tombe beaucoup plus du côté de la vie personnelle du candidat et ces questions devraient être évitées. Il y a 19 critères précis dans lesquels le candidat, si le candidat reçoit des questions là-dessus, ça devient des questions de vie personnelle. La première, c'est l'origine. Je vais les citer rapidement. C'est l'origine, l'âge, l'apparence physique, l'appartenance ethnique, l'appartenance à un pays, la race, la religion, l'état de santé, la grossesse, la situation familiale, le handicap, les caractéristiques génétiques, l'appellation, le sexe, les activités syndicales, les opinions politiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle. Ça, c'est les 19 critères qui ont été définis comme des critères personnels qui tombent dans la vie personnelle du candidat et que normalement, le recruteur ne devrait pas rentrer dans ce cadre-là parce que les questions qui tournent autour de ces critères-là n'ont vraiment rien à voir avec la capacité du candidat, de la candidate à accomplir ses tâches. Même si on veut évaluer la capacité, mais il y a d'autres questions qu'on peut poser qui peuvent évaluer la capacité d'un candidat ou d'une candidate à exercer ses fonctions et puis de remplir ses tâches et qui ne devraient pas être dans ce cadre. Alors, pour pouvoir aider un peu à comprendre, à cerner, j'ai essayé de regrouper un petit peu en 6 catégories pour aider un peu à comprendre comment naviguer, qu'est-ce qui peut constituer des questions illégales dans une entrevue. Alors, la première catégorie, c'est votre état civil. Vous avez, parfois, je vois aussi parfois des gens qui envoient leur CV, qui mettent leur candidature, qui vont dire « je suis marié, je suis célibataire, j'ai tant nombre d'enfants, je suis né tel jour, ainsi de suite ». Peut-être que c'est des choses qui se font dans d'autres pays, mais ici au Canada, vous n'avez absolument aucune obligation de donner cette information à un employeur. Donc, les questions, par exemple, quand vous allez à l'entrevue, êtes-vous marié, êtes-vous célibataire, c'est une question complètement illégale. Quel âge as-tu? Quelle est ta date de naissance? Avez-vous des enfants? Vous avez des enfants en bas âge? Planifiez-vous avoir des enfants d'ici 1 an ou 2? Votre conjoint fait quel métier? Quel est votre nom de jeune fille? Êtes-vous né? La liste est longue. Mais vous-même, quand vous êtes en entrevue, vous pouvez évaluer, savoir que cette question qu'on est en train de me poser, c'est une question qui touche ma vie personnelle parce que, évidemment, si vous appliquez à un poste et que vous arrivez, votre apparence ne devrait pas leur permettre de dire quel est votre âge? Est-ce que vous avez le droit d'appliquer parce que vous avez appliqué? Parce que vous avez le droit d'appliquer. Donc, parfois aussi, ces questions, c'est pas forcément parce que ils vous ont vu et ils sont maladroits. Ces questions, c'est juste parce que derrière ça, on ne veut pas que la sélection, votre sélection soit un petit peu imprégnée de préjugés, imprégnée de préjudices
et qu'on vous compare, on vous compare aux autres candidats par rapport à votre compétence ou qu'on vous compare à votre candidat par rapport à votre qualification, mais pas qu'on vous sélectionne ou qu'on vous élimine par rapport à ces questions secondaires qui n'ont rien à voir. Et donc, on veut que quand vous arrivez à l'entrevue, tout le monde ait l'égalité de chance et que les questions ne doivent pas arriver à ce niveau-là parce que c'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas faire le travail. C'est pas parce que vous êtes âgé que vous ne pouvez pas faire le travail. Donc, si vous avez 22 ans et que vous pouvez faire le travail, on ne doit pas vous éliminer parce que vous êtes jeune. Si vous avez 60 ans et que vous pouvez faire le travail, on ne doit pas vous éliminer parce que vous avez 60 ans. Et puis, si vous avez des enfants, comme la question initiale qui était par rapport à de celle qui était enceinte, c'est pas parce que vous êtes enceinte que vous n'êtes pas capable de faire votre travail. Et c'est pas parce que vous êtes enceinte que ça veut forcément dire que vous avez décidé de prendre 1 an de congé. Mais même si vous devez prendre 1 an de congé, si le travail que vous faites ou l'employeur vous êtes, quand quelqu'un accouche, tu as droit à 1 an de congé, c'est aussi ton droit, tu dois en bénéficier. Et c'est pas parce qu'on est sur le point de t'embaucher que toi, tu ne peux pas bénéficier de tes congés de maternité. Alors, c'est très important de pouvoir voir ces questions. La liste est vraiment longue, mais ça, c'est juste un exemple de quelques questions qui sont souvent posées par rapport à votre état civil, qui sont des questions complètement illégales qu'on ne devrait pas vous poser et vous ne devriez jamais vous sentir obligé de répondre à ces questions-là. La deuxième catégorie, c'est votre état de santé. Les gens ne réalisent pas souvent, mais c'est beaucoup de questions qui arrivent que parfois vous ne réalisez pas qu'on est en train de tester. Si, vous êtes une bonne personne qu'on devrait embaucher, est-ce que vous allez coûter de l'argent au niveau de la santé? Est-ce que vous allez être absent souvent? Normalement, ça ne devrait pas être leur préoccupation au début. Alors, le genre de questions qu'on vous pose, c'est par exemple, avez-vous des limitations physiques? Avez-vous des limitations physiques? Et écoutez, c'est pas parce qu'on est sur une chaise roulante qu'on ne peut pas faire son travail. Si la personne qui est sur la chaise roulante estime que le travail pour lequel la personne est en train d'appliquer, elle peut faire ce travail, donc normalement, c'est tout ce qui est nécessaire à savoir avant de pouvoir interviewer la personne. Êtes-vous en bonne santé? Êtes-vous enceinte? Prenez-vous des médicaments? Suivez-vous un traitement médical? Avez-vous subi une hospitalisation? Avez-vous déjà fait une cure de désintoxication? C'est quand la dernière fois que vous avez fait votre bilan de santé? Parfois, ces questions viennent dans un cadre, peut-être vous êtes en train de rigoler, peut-être comme une blague, peut-être même avant que vous ne vous asseyez pour faire une entrevue formelle. Et même pire encore, parfois, c'est vous, le candidat, qui créez l'occasion pour que le recruteur puisse poser cette question. Généralement, on apprend à tous les recruteurs que c'est pas parce que le candidat est arrivé, a fait une blague là-dessus, que ça doit être une porte pour que le recruteur en profite pour vous poser des questions pour creuser. Parce que parfois, c'est supposé que le candidat ne sait pas, que c'est pas nécessaire de discuter de ces choses-là à l'entrevue. C'est au recruteur de pouvoir se limiter et de ne pas poser ces questions-là. Alors, c'est aussi à vous donc de pouvoir aller vous informer et de savoir qu'à l'avenir, normalement, vous ne devez pas donner votre bilan de santé. Vous n'avez pas à présenter votre situation médicale dans une entrevue. Vous n'avez pas à dire si vous prenez des médicaments, vous ne prenez pas des médicaments, parce que normalement, ça n'a aucun impact, un rapport direct avec votre travail en principe. Et c'est vraiment le principe de base par lequel tout le monde commence quand il s'agit d'une entrevue. L'autre catégorie, c'est justement vos croyances. Ça, de plus en plus, on voit, parce qu'on entend beaucoup de bruit dehors, les gens confondent souvent le bruit qu'on entend dans les médias, dans la rue, par rapport à un cadre professionnel d'entrevue. Normalement, à l'entrevue, on n'est pas supposé vous demander êtes-vous chrétien, juif, bouddhiste ou musulman, pratiquez-vous une religion particulière,
Avez-vous des pratiques religieuses particulières? Pour qui votez-vous souvent? Êtes-vous militant d'un parti particulier? Avez-vous voté cette année? Toutes ces questions-là, comme je dis, parfois dans le cadre d'une entrevue, il peut arriver que peut-être dans une blague et puis au milieu d'une conversation, on se lâche et puis on dit normalement, vous n'avez pas à offrir cette information et ils n'ont pas non plus à vous poser ces questions-là. L'autre catégorie, c'est votre appartenance sociale. Le français est votre langue maternelle, c'est le genre de questions qu'on pose. Normalement, quand vous arrivez à l'entrevue dans un poste surtout bilingue, vous n'avez pas forcément besoin de préciser si le français c'est votre langue maternelle ou l'essentiel c'est que vous parlez français, point. Parce que ce que vous ne réalisez pas souvent, c'est que derrière ces questions, on peut deviner votre origine, on peut deviner votre source, on peut deviner plusieurs autres choses par rapport à vous qui créent d'autres préjugés dont vous n'êtes pas au courant. Alors, ce genre de petites questions comme « Vous êtes né où? Vous avez un bel accent, il est d'où? » Ça paraît innocent comme question, mais ce n'est pas aussi innocent que vous croyez. Vous avez grandi ici, mais votre famille vient d'où? Quelle est votre origine ethnique? Pouvez-vous m'envoyer une photo de vous avant l'entrevue? Croyez-le ou non, il y a des gens qui sont soumis à ce genre de demande de certains employeurs qui souvent sont ignorants. Et parfois, vous allez croire que c'est peut-être des petits employeurs, des nouveaux employeurs, mais parfois même des grosses entreprises, des recruteurs dans les grosses entreprises commettent ce genre d'erreurs et posent ce genre de questions maladroites et ce genre de questions illégales. Et c'est très important pour vous de continuer à vous outiller et de comprendre quelles sont les questions qui sont acceptables et les questions qui ne sont pas acceptables. L'autre point, évidemment, c'est vos orientations. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de questions, il y a toutes sortes de préjugés. On entend beaucoup dehors, toutes les questions sur le LGBTQ et pourtant, ça n'a rien à voir avec la capacité de faire son travail. Avec qui on fait sa vie, avec qui on n'a rien à voir quand vous venez appliquer pour un poste. Donc, des questions comme, avez-vous un copain ou une copine? Quelle est votre orientation sexuelle? Il y en a qui posent même directement. À quel genre vous identifiez-vous? Êtes-vous à l'aise de travailler dans un milieu avec des hommes? Donc, il y a ce genre de questions, parfois qui paraissent indirectes, qui paraissent anodines, et puis qui paraissent qu'on doit peut-être s'expliquer. Et généralement, personne ne devrait jamais se retrouver dans cet état-là, dans une entrevue d'embauche. L'entrevue d'embauche doit être par rapport au poste. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour le poste? Est-ce que vous êtes la bonne personne par rapport aux qualifications qu'ils recherchent, par rapport à l'expérience qu'ils recherchent, par rapport à l'expertise qu'ils recherchent et rien d'autre. Et la dernière chose, croyez-le ou non, c'est les questions sur votre état financier. Je sais qu'aux États-Unis, les gens qui viennent des États-Unis, par exemple, ont l'habitude que parfois, là-bas, on regarde ton record de crédit. Mais ici, au Canada, c'est pas accepté. Donc, les questions comme avez-vous déjà fait faillite, ça ne les regarde pas. Combien étiez-vous payé dans votre emploi précédent? Quel est votre score de crédit? Êtes-vous propriétaire ou locataire? Dans quel quartier habitez-vous? Avez-vous des dettes? Et toutes sortes de questions qu'on pose autour de votre état financier. Je veux dire, il y a des postes où généralement, vous allez devoir ils vont devoir faire une analyse de votre record de crédit, mais ces postes-là sont connus avec des certifications, ainsi de suite. Donc, par exemple, comme comptable, mais ce n'est pas dans tous les postes où on doit vous poser ce genre de questions. Si ce genre de poste exige que vous passiez des tests, que vous prouviez documentation, généralement, ils vous disent à l'avance. C'est des choses que vous savez à l'avance. Alors, c'est très important de pouvoir vous armer, savoir quelles sont les questions qu'on peut poser, quelles sont les questions qu'on ne peut pas poser. Alors, le commentaire que j'ai, bonjour, j'ai postulé au niveau de gouvernement Canada Développement
était évaluée comme candidate qualifiée dans le poste travailleur bilingue qualifié, ma question, quelles sont mes actions que je dois prendre pour pouvoir avoir une offre? OK, ben, généralement, si vous avez postulé, vous devez attendre. Ils vont vous donner la réponse. Et quand ils vont vous donner la réponse, là, vous saurez dans quelles conditions, dans quel cadre. Généralement, quand ils vous sélectionnent, vous allez passer à travers le processus. Je ne sais pas dans quel ministère vous avez appliqué. Donc, chaque ministère a son processus. Et donc, attendez juste de suivre le processus normal. Et si vous avez des questions, ils ont certainement une place où vous pouvez faire les suivis et poser des questions pour savoir quelle est la procédure, quelles sont les prochaines étapes. Généralement, quand vous ne savez pas, la meilleure des choses, c'est de toujours, vous pouvez communiquer et leur demander c'est quoi les prochaines étapes. C'est la meilleure réponse que je peux vous donner à ce stade-ci. Merci beaucoup, Intisar. Alors, ayant dit tout cela, avec toutes ces catégories, comme je dis, c'est juste quelques-unes des questions. Je vous encourage vraiment beaucoup à aller en ligne et puis aller faire vos recherches et aller savoir quelles sont les questions qu'on peut poser, les questions qu'on ne peut pas vous poser et de voir comment vous pouvez aussi y répondre. OK, par rapport à la suite question de Intisar, j'ai passé tous les processus. Et donc, si vous avez passé tous les processus, donc c'est la phase de la sélection. La meilleure des choses vraiment à ce stade-ci, c'est vraiment de communiquer. Il y a certainement un moyen pour vous de communiquer avec eux ou un endroit où vous pouvez poser des questions. S'ils vous ont donné le contact, envoyez les questions en leur demandant c'est quoi, la bonne façon, c'est toujours de poser cette question, comme j'ai dit, c'est quoi les prochaines étapes? Ou bien vous leur demandez, ça prend combien de temps pour avoir les réponses? J'espère que ça répond à votre question, Intisar. Alors, j'ai voulu partager avec vous 5 astuces clés pour pouvoir éviter un petit peu ces questions illégales parce que vous ne contrôlez pas le processus. Et je pense que parfois, ça peut être très embarrassant, parfois, ça peut être difficile quand vous êtes en pleine entrevue et qu'une question sorte et qu'il soit une question que vous jugez inacceptable, mais que vous ne voulez pas leur dire que mais la question est inacceptable, et que vous pensez que, hey, si je ne réponds pas à cette question, peut-être que je vais diminuer mes chances d'être embauché. Mais si je réponds à la question, je suis en train d'encourager l'illégalité parce que c'est une question qu'on ne devrait pas me poser. Ou vous savez très bien que la raison pour laquelle on te pose cette question, c'est parce que tu es qui tu es là devant eux. Il y a donc des astuces pour pouvoir échapper ou pour pouvoir éviter ce genre de situations embarrassantes qui peuvent peut-être mettre une crispée le moment d'une entrevue. Peut-être que jusque-là, l'entrevue allait très, très bien. Et puis, subitement, une question sort que vous pensez que ce n'est pas une question à laquelle vous devez répondre, en fait. Mais l'entrevue allait tellement bien, vous ne voulez pas leur donner une raison que vous ne répondez pas à une question particulière. Alors, les 5 astuces que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sont 1. Préparez-vous bien pour votre entrevue. Il n'y a rien de mieux pour éviter des situations aussi conflictuelles, des situations embarrassantes ou des situations gênantes dans une entrevue que si vous êtes bien préparé. Parce que quand vous êtes bien préparé, ça vous permettre d'être en alerte pendant que vous êtes en pleine entrevue. De bien comprendre les questions, de pouvoir faire des suivis par rapport et de savoir comment vous pouvez éviter la question ou comment vous pouvez répondre de façon politiquement correcte, comme on dit, utiliser dans votre langage pour contourner une question et donner une réponse qui est politiquement correcte. La deuxième, c'est vraiment de maîtriser vos informations. Justement,
Si vous maîtrisez vos qualifications, vous maîtrisez votre expérience, vos atouts et vos aspirations, et que vous savez exactement à quel poste vous avez appliqué, vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans votre CV. C'est ça qui peut vous éviter à ces situations un petit peu gênantes où une question arrive parce que ça vous permet de vite détecter que, tiens, cette question en fait n'a rien à voir avec le poste. Cette question ne mérite pas d'être posée et c'est une question qui sort de nulle part. Et ça vous permet donc de poser les questions, les bonnes questions par rapport à la question qui est arrivée, peut-être juste au milieu de nulle part dans une entrevue. Vous êtes là peut-être en train d'appliquer pour le poste de technicien en laboratoire. Et puis subitement, on est en train de vous dire « Oh, mais vous avez un très bon accent. Votre accent vient d'où? De quel pays? » C'est une question qui n'a rien à voir avec le poste de technicien de laboratoire. Et tout de suite, mais parce que vous êtes préparé et que vous savez c'est quoi un technicien de laboratoire et que votre accent n'a rien à voir avec votre travail. Et donc, c'est une question que vous pouvez éviter de façon vraiment diplomatique en répondant « Oh, merci beaucoup pour votre commentaire sur mon accent. J'apprécie beaucoup votre commentaire. Merci pour le compliment. » C'est tout ce que vous pouvez dire sans que vous ayez besoin de répondre à la question elle-même. Donc, on n'a pas besoin de dire « Oh, mon accent vient parce que je viens du Maroc ou je viens de la France ou de la Belgique ou du Vietnam » ou vous pouvez juste contourner parce que vous savez que la question qui vous a été posée n'a rien à voir avec le poste de laboratoire, de technicien de laboratoire. Et vous allez dire « Merci pour le compliment, j'apprécie beaucoup ». L'autre astuce, c'est soyez attentif à la conversation. Comme j'ai dit, oui, la conversation qui vous permet de voir le body language du recruteur, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui vous permet de savoir pourquoi un commentaire sort au milieu de nulle part. Et si cette question-là, c'est une question légitime qu'il doit poser ou c'est une question qui n'est pas légitime et donc c'est une question qui ne devrait pas être posée. Et ça vous permet de savoir comment y répondre. Donc, si c'est une question où vous n'êtes pas sûr que la question est légitime et une question sort et que vous jugez que à 60% la question n'est pas légitime, mais à 40% ça peut peut-être avoir un impact sur l'emploi pour lequel vous êtes en train de postuler. À ce moment-là, demandez au recruteur de clarifier la question et de vous dire le lien avec le poste. Si par exemple, vous êtes là et que vous êtes en train de postuler à un emploi de quoi manager, de vraiment n'importe quoi, et bien subitement, vous êtes en train, les questions sont en train d'être posées et puis ils vous disent par exemple, mais le poste commence à 8 heures tous les matins, c'est vraiment très important que quelqu'un soit là. Et puis, rappelez-moi encore, vous habitez où? Donc, parfois, c'est souvent ce genre comme ça que ce genre de questions insidieuses sortent au milieu d'une entrevue. Rappelez-moi encore, vous habitez où? Et donc, c'est à vous c'est là où vous pouvez donc bifurquer là et faire le détour en disant, est-ce que vous pouvez clarifier la question? Pourquoi c'est important à ce stade-ci de savoir où j'habite? Parce que à ce moment-là, c'est important. Vous n'avez pas dit que si vous habitez peut-être même dans une ville extérieure, vous n'êtes pas prêt à vous déplacer, à vous relocaliser pour pouvoir habiter proche. Mais quand vous posez la question, vous remettez la responsabilité au recruteur de justifier pourquoi il est en train de vous poser la question. Mais rappelez-moi, vous habitez où encore? Et donc, vous dites, OK, est-ce que c'est possible de clarifier la question pour que je vois juste le lien entre où j'habite actuellement et la question que vous venez de me poser ou le commentaire que vous venez de faire du fait que le travail commence à 8 heures. Est-ce que pour ce poste, vous n'embauchez que des personnes qui habitent à un certain endroit?
Donc, dans une conversation, quand vous êtes dans une entrevue, vous prenez l'entrevue comme une conversation. C'est comme ça que vous pouvez tourner cette question et mettre maintenant la responsabilité sur le recruteur de pouvoir justifier sa question et préciser pourquoi il ou elle est en train de vous poser cette question-là et pour que ça clarifie avant que vous ne donniez une réponse. Que, un, vous jugiez si vous devez répondre et de deux, si vous jugez que oui, vous devez répondre, là, ça va vous permettre de mieux répondre à cette question au lieu de sauter et lui dire quelque chose qui peut vous porter préjudice après. L'autre astuce, c'est si vous êtes toujours inconfortable avec la question, demandez au recruteur de passer à la prochaine question et que vous réservez la possibilité de revenir sur cette question plus tard. Parce que quand vous réservez et prenez note que vous avez dit que vous allez revenir sur la question, ça vous permet de voir d'abord, de diffuser cette question un petit peu gênante, pardon, cette question embarrassante, et de pouvoir voir comment l'entrevue évolue, voir comment les autres questions vont arriver, pour voir aussi comment vous pouvez utiliser l'évolution, tous les autres éléments qui sont sortis pour mieux vous préparer à répondre à cette question qui vous a semblé un petit peu bizarre et que vous n'êtes pas sûr si vous devez y répondre ou vous ne devez pas y répondre. Alors, ça, c'est les astuces qu'il y a. Bien sûr, il y en a plein, dépendamment de la situation. Mais ici, généralement, c'est pour vous donner les éléments qui vous permettent d'aller continuer à approfondir. Si vous voulez que j'approfondisse certains aspects de tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Vous pouvez, dans le lien où vous vous êtes inscrit, vous pouvez envoyer un courriel à tout moment pour poser des questions. Et comme ça va me permettre de pouvoir approfondir à l'avenir, qui sait peut-être revenir faire une autre session spéciale sur vos questions. Je suis tout le temps à votre disposition et je vous encourage à continuer à m'envoyer vos questions pour qu'on puisse les aborder ici et qu'on puisse avoir les informations qui peuvent bénéficier plusieurs personnes. Alors, comme je vous encourage tout le temps de nous suivre sur nos médias sociaux, surtout Facebook, Bilingual Link, Facebook / Bilingual Link. Et puis aussi, vous pouvez m'écrire tout le temps info@Bilingual Link, mais n'hésitez pas d'aller sur le site de Bilingual Link et de télécharger votre CV si vous ne l'avez pas encore fait et de créer votre profil si vous ne l'avez pas encore fait et de parler aussi, de dire à d'autres personnes de pouvoir aussi s'inscrire, nous suivre, mais surtout de continuer à envoyer vos questions pour qu'on puisse les adresser ici. Et en attendant, je vous souhaite beaucoup de succès et puis à bientôt.